Bonjour Raymond. Voilà, Raymond Lepage du blog Communauté aînée de, entre autres membres aussi de Vitalité 55+, mais aîné francophone résident à Saskatoon depuis 84. Voilà, donc on est très heureux de t'avoir aujourd'hui pour parler voilà, de la situation des francophones d'une minorité dans un pays anglophone. Pour remonter aux sources, toi, tes aïeux étaient originaires du Québec, de France. Ils sont venus s'installer au Québec en 1663. Et puis, dans les années 1920, tes grands-parents sont venus s'installer en Saskatchewan, à Saint-Denis, pour fuir la misère économique du Québec et aussi la grande déportation acadienne, si je ne me trompe pas. Et c'était des fermiers. Et donc tes parents se sont mariés à Saint-Denis et se sont ensuite installés à Dayton, le lieu où tu as grandi, où tu es né et où tu as grandi. Et ta mère ne parlait que le français tandis que ton père avait appris l'anglais à l'école. Donc voilà, en reprenant une des expressions phares que j'aime beaucoup qu'utilisait ta mère, l'anglais, ça ne s'apprend pas, ça s'attrape. Comment as-tu été confronté à l'assimilation culturelle anglophone dans ton enfance? C'est une longue histoire, on pourrait en parler pour des heures, je pense, dans le contexte minoritaire dans lequel on vit. Moi, j'ai 83 ans, alors ça fait déjà plusieurs années qu'on vit cette réalité-là. Tu as mentionné le grand dérangement. Ma mère est une Leblanc. Et puis, elle est née au Québec, comme mon père est né au Québec. Alors, pour moi, l'Acadie ne me disait pas grand-chose. Sauf aujourd'hui, c'est bien intéressant ce qu'on a dit. Chez nous, Devden, on demeurait sur une ferme. Mes parents étaient cultivateurs. On demeurait, on va parler des milles et non des kilomètres, parce que c'est comme ça que c'était. Je n'ai pas converti en métrique, mais on était sur une ferme. Devden était dans une direction à 4 milles et demi, à peu près, d'où on demeurait. Et puis, dans l'autre direction, en s'en allant vers le nord-ouest, il y avait une toute petite communauté très rurale qui s'appelait Eldred, qui est disparue aujourd'hui, qui n'est même plus sur la carte. Il y avait une école là. Il y avait un petit magasin général. C'est là où mes parents allaient pour faire leurs achats, ce qu'ils achetaient, ce qui n'était pas produit à la maison ou sur la ferme. Il y avait même des élévateurs à grains d'œufs. Un chemin de fer passait là. Le train arrêtait là. Les gens qui voulaient aller à Prince-Albert, par exemple, pouvaient embarquer sur le train là pour se rendre. Alors, moi, l'école, à cet endroit-là, c'était une petite école de campagne comme existait dans presque toutes les communautés rurales en Saskatchewan dans ce temps-là. Ça, je parle des années 40, là, parce que je suis né en 39. Et c'était l'école la plus près de chez nous. Moi, j'étais le troisième dans la famille. Mes parents ne pouvaient pas, on n'avait pas les façons de voyager de chez nous pour aller 4 milles et demi à l'école de Devden. L'école de Devden avait, je ne sais pas combien d'élèves à ce moment-là. C'était les religieuses, les sœurs de la présentation qui enseignaient là. Il y avait une période de français par jour et puis une demi-heure de religion, on appelait ça le cours de religion. Mais c'était pas accessible vraiment pour nous parce que c'était trop loin. Aurait fallu, quand on est jeune, aurait fallu qu'un de nos parents nous conduise là, ensuite venir nous chercher. Alors ça, c'était pas possible. Il y avait l'école à 1 mille et demi dans l'autre direction, mais c'est là qu'on a commencé. Alors, chez nous, les voisins n'étaient pas tout près, là. Alors, la plupart des gens étaient des francophones,
Mais le côté social était vraiment au niveau de la paroisse qui était à l'école. Ça, on pouvait y aller en famille le dimanche. Mais en dehors de ça, on allait dans l'autre direction. Alors, à l'école, lorsqu'on a commencé, moi, j'ai commencé l'école, on parlait pas l'anglais. Chez nous, c'était en français complètement. J'avais 2 frères plus vieux que moi, 2 plus jeunes que moi. Les 5, on marchait à l'école. 1 000 et demi, c'était faisable, c'était pas un problème. Mais il n'y a personne de nous qui parlait l'anglais. Mais à l'école, l'enseignante, il y avait une trentaine d'élèves chaque année. Et puis, elle enseignait de la première année à la 8e année. Après la 8e, il fallait que ces élèves-là aillent à l'école, trouvent une façon pour se faire de ce côté-là. Alors, nous, on commençait l'école, on ne parlait pas l'anglais du tout. Et puis, du premier jour à l'école, c'était 100% l'anglais. L'enseignante ne parlait pas, je ne disais pas un mot de français. Tout était en anglais. Et puis, je pense que ça a été l'expérience de la plupart des personnes de ma génération, à moins qu'ils pouvaient demeurer pas trop loin de l'école, de l'église, de la communauté, pour avoir ça dans leur école de la communauté. Donc, dans l'école de la communauté, c'était... Alors, première, deuxième, troisième, quatrième, j'ai fait dans cette petite école-là. Alors, après 4 ans, on est devenu bilingue, on parlait français à la maison. Et puis, à l'école, c'était 100% en anglais. Même au point où, à la 5e année, on a changé d'école, on est allé à Debden. Là, on était un peu plus vieux. Et puis, dans 4 ans, les choses avaient évolué. Et puis, les parents de notre petite communauté s'étaient rassemblés, il fallait payer, engager quelqu'un. C'était un taxi de Debden qui avait un genre de fourgonnette. C'était pas les fourgonnettes qu'on connaît aujourd'hui, mais une voiture de ce genre-là, plus ou moins. Et puis lui venait faire la ronde, c'était comme un transport par taxi, ramasser les élèves pour se rendre à Debden. Mes parents voulaient vraiment ça parce que il y avait du français, une période de français, puis il y avait le cours de religion aussi, qu'on n'avait pas du tout dans la petite école de Campagne. À la 5e année, on est rendu à Debden, dans mon cas. Et puis, je ne savais pas ni lire ni écrire en français, parce que toute notre éducation, jusqu'à ce point-là, était en anglais exclusivement. Alors, il a fallu faire du rattrapage. Parce que là, en 5e année, dans la première classe à Debden que j'avais, où j'étais, il y avait la 5e et la 6e. Ben, tout ce monde-là était plus avancé que moi du côté du français. Lorsque le cours de français s'ouvrait, ben, moi, je ne pouvais pas suivre vraiment sauf qu'on pouvait parler, mais ça s'arrêtait là. C'est que ça a été vraiment fallu faire un effort pour se mettre au niveau des autres. Alors, il y avait pas mal de rattrapage à faire. C'est comme même encore aujourd'hui, les règles de grammaire, puis les conjugaisons, puis tout ça, je pense qu'au bien du monde, comprennent pas tout ça non plus, mais moi, probablement encore pire que d'autres à cause de ça. Alors ça, c'est au niveau scolaire. Mais dans l'école, même à Debden, tous les cours se donnaient en anglais. C'était la façon que ça se faisait dans ce temps-là. Et même je pense que, on parlait à certains moments que c'était défendu même d'enseigner en français, de donner le cours de français. Sauf chez nous, ça se faisait. Puis il n'y avait pas de chicane, je n'ai jamais entendu parler qu'il ne fallait pas faire ça. Je sais qu'au Manitoba, je pense que c'était une période de temps où ça a été défendu. Et puis en Saskatchewan, comme Robert connaît peut-être l'histoire de l'éducation mieux que moi, là, parce qu'il était impliqué dans ce domaine-là. Mais ça dépendait
qui étaient au pouvoir comme gouvernement. Mais chez nous, la communauté était presque complètement francophone. Mais on se faisait assimiler à l'école, parce que tout s'enseignait en anglais. Merci Raymond. Le 7 septembre 1969, Elliott Trudeau reconnaît le français comme langue officielle avec l'anglais au Canada. Est-ce que cela a modifié ton quotidien et celui de tes enfants, petits-enfants en tant que francophone? Ça, c'est en 59, tu dis? 69. Ouais. Ben, moi, j'ai fini mon école en 12e année en 58. Et puis, chez nous, on était 8 dans la famille. Et puis, j'étais le 3e. On n'avait pas les moyens de poursuivre nos études. Moi, je suis allé travailler. Et j'ai commencé avec la Banque Royale. J'ai fini l'école le 30 juin, puis le 2 juillet, j'étais rendu à Meadow Lake, une communauté que les gens de la Saskatchewan connaissent, pour travailler pour la Banque Royale. J'ai travaillé commencé au bas de l'échelle, puis graduellement monté. Et au bout de 4 ans, là, il est dans une autre communauté pas loin d'ici. Au bout de 4 ans, là, c'était rendu en 62, on m'a approché pour me demander si j'accepterais un transfert à Montréal, au Québec, mais principalement à Montréal. Parce que les francophones au Québec commençaient à exiger d'être servis dans leur langue, et avec raison. Vraiment, le réveil, si on peut parler d'un réveil, a commencé en Acadie en 1956. Le premier rassemblement que les Acadiens ont fait. Et éventuellement, alors la patente a peut-être contribué à ça. avait son rôle à jouer à ce moment-là. Mais en 1956, vraiment, les Acadiens ont commencé à s'afficher puis à dire « Je suis fier d'être Acadien et francophone ». Et éventuellement, ils ont élu un premier ministre acadien aussi. Au Québec, au début des années 60, au Québec, c'était différent parce qu'ils avaient le pouvoir politique. Duplessis était au pouvoir pendant combien d'années? 15, 16 ans, quelque chose de même. Et lui, finalement, il est disparu. Il y a eu un autre premier ministre après. C'est seulement qu'au début de 1960, avec l'élection de Jean Lesage, ensuite, on a dit le réveil qui était déjà en marche au Nouveau-Brunswick. Les francophones, les Québécois commençaient à exiger d'être servis en français, que ce soit dans les banques ou dans les magasins, les restaurants, peu importe. Alors, Montréal, moi j'ai abouti à Montréal. J'ai passé une bonne partie de temps que j'ai été au Québec à Montréal. Là, le boulevard Saint-Laurent divise la ville presque en deux. À l'est, c'est francophone. À l'ouest, c'est plutôt anglophone. Et encore aujourd'hui, ça n'a pas tellement changé. Alors, moi, j'ai travaillé surtout du côté ouest parce que j'étais bilingue. Alors, je pouvais travailler avec les francophones et avec les anglophones. Et puis, dans ce temps-là, aujourd'hui, ça a changé un peu, mais début des années 60, les francophones au Québec parlaient français, mais ne parlaient pas anglais. Et puis les anglophones au Québec, puis les anglophones ailleurs, parlaient anglais, ne parlaient pas français. Presque, sauf exception, les francophones, il faut dire à peu près que c'est seulement qu'à l'extérieur du Québec, que ce soit Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, les francophones à l'extérieur du Québec, on était bien. On avait appris le français chez nous, puis ça c'est le cas avec, vous l'avez tous vécu ici, nos études en anglais, mais on vivait dans une communauté où c'était francophone. Beaucoup de ça a été disparu ou perdu depuis ce temps-là. Alors, les francophones au Québec étaient bilingues, et puis moi j'ai travaillé avec des gens
du Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Ontario, Manitoba, Alberta aussi, d'autres en Saskatchewan. On était des francophones, des employeurs. La Banque de siège social de Montréal était à Montréal à ce moment-là. La Banque de Montréal à Montréal. Aujourd'hui, ces sièges sociaux-là sont rendus à Toronto pour la plupart, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, j'ai passé 20 ans au Québec. Mais j'ai travaillé en anglais, j'ai travaillé en français aussi, mais beaucoup du travail. J'ai été dans les succursales, j'ai été aussi au siège social. Le siège social était au centre-ville de Montréal, à la place de Paris. J'ai travaillé au bureau régionaux pour le Québec aussi, dont le bureau était à Montréal aussi. Et puis là, on travaillait pour le succursale côté Québec français, et puis aussi côté Québec anglais. Alors, c'est ça, mon expérience, jusqu'à temps que je revienne en Saskatchewan en 1982. Puis là, une autre étape de ma vie, de notre vie, de famille. Parce que maintenant tu es retourné en Saskatchewan, que tu commences à se croire francophone dans un milieu anglophone. Comment fais-tu pour ne pas être assimilé aujourd'hui pour que l'anglais ne t'attrape pas? Ben, ça demande un effort. Si on retourne en arrière, ça va sortir dans le film, les billets de banque, c'était en anglais seulement. Les communications du gouvernement fédéral étaient en anglais seulement. Provincial, c'est encore le cas. L'affichage et ainsi de suite, c'était en anglais. Même à Montréal, Royal Bank of Montreal, Bank of Nova Scotia, à Montréal. Aujourd'hui, on a évolué beaucoup, on a fait beaucoup de progrès. Par contre, il y a des choses qui ont été perdues. Si je retourne à Devon, par exemple, même s'il y a une école d'immersion là, puis on peut aller à Gravelbourg, on peut aller presque toutes les communautés rurales, jadis francophones, aujourd'hui, il faut le dire, le français n'est pas fort. Et alors, moi, je vois pas la première présentation, on disait que c'était que le français pourrait continuer. Mais c'est pas assuré, même à Gravelbourg. On ne le sait pas. Alors, en ville ici, il y a une communauté francophone. C'est pas fort, on a encore beaucoup de chemin à faire. Est-ce que la volonté est là? Dans mon cas, le cas à Justine, je pense à un moment donné, surtout quand on a été exposé, ce qu'on a vécu au Québec, parce que j'ai vécu des années vraiment, le Québec de 62 à 82, les années que moi j'étais là, il y a eu un réveil énorme, et puis ça a été l'élection du gouvernement séparatiste avec l'évêque, René Lévesque. Il y a eu un référendum, il y a eu des enlèvements, il y a eu le FLQ, le Front de libération. Moi, j'ai vécu tout ça au Québec. Et puis, c'était très politisé. Les Québécois mangeaient dans ce temps-là. Vivaient de ça. C'était numéro 1. Au bout de 20 ans, moi, j'étais vraiment tanné de ça. Et puis, étant donné que Justin vient de la même communauté que moi, c'était naturel pour nous de vouloir revenir en Saskatchewan. Alors, rendu ici, ben là, c'est un choix qu'on doit faire, vraiment, parce qu'on pourrait se laisser emporter par la vague, pas juste la vague, la marée d'assimilation, puis dire, non, c'est plus facile, on n'a pas à se battre, on a juste à se laisser emporter. Nous, on voulait pas ça pour nous-mêmes, on voulait pas ça pour nos enfants, même si nos enfants sont nés au Québec. Et aujourd'hui, nos enfants nous ont jamais adressé la parole en anglais. On a 8 petits-enfants entre
le Manitoba et l'Alberta, nos petits-enfants nous ont jamais adressé la parole en anglais. C'est toujours en français. Quand on se rassemble, on se rencontre, c'est toujours en français. Alors, heureusement que nous, on a pu le faire, c'est pas toujours faisable ou possible, mais nous, on a réussi à le faire. Avec la génération qui va suivre, là, c'est moins assuré, parce que tout dépendra qui deviendra leur partenaire de vie, si c'est quelqu'un qui n'est pas binaire ou qui. Alors, à ce moment-là, on espère qu'on a transmis ça autant que possible à nos enfants, et puis eux continuent avec leurs enfants aussi. Jusqu'à maintenant, ça va bien. Oui. Merci Raymond, merci beaucoup. On peut l'applaudir pour leur Je vais faire marche arrière un peu. Tes aînés ont connu Notre-Dame de Prince-Albert. Est-ce que ça t'a francisé avec les particuliers réguliers, les frères du Sacré-Cœur, non? Tu ne l'as pas mentionné, mais je me demande. Non, pas tant que ça. Non? Parce que entre nous, comme élèves-là, on était assimilés ou anglicisés par l'éducation qu'on avait reçue. Moi, j'ai fait 9 et 10. Toi, tu as passé plus de temps là que moi. Peut-être que c'était plus, je sais pas, plus un impact pour toi. Mais les cours se donnaient en anglais quand même, au Collège Notre-Dame. C'était ça, il n'y avait pas d'école francophone. Puis les communications, c'était en anglais. Puis. Alors, le personnel était francophone, sauf qu'on avait Phil Hamill parlait pas français. On avait eu un Stephen qui enseignait, je me souviens plus quel sujet, il parlait pas français non plus. Alors, on avait des professeurs, mais on a eu ça à Debden aussi, pour moi, de la 5e à la 8e année. Alors, c'est tes amis au Québec qui ont vraiment, disons, t'ont permis de maîtriser le français. Ah oui, vraiment. C'est plus présent, c'est là. Hein. D'accord. Moi, ça m'a surpris. La première chose, en arrivant au Québec en 62, en débarquant du train, c'est de voir, même si c'était pas, l'affichage en français n'était pas généralisé, mais c'est d'entendre les gens parler français entre eux, en public. Et ici, dans ce temps-là, la minute que tu sortais de la maison, on voit en public, dans l'anglais, même encore aujourd'hui, les francophones entre eux se parlent en anglais. C'est la force de l'assimilation. Les francophones, on dirait, n'a pas été sensibilisés que c'est bien correct, il n'y a rien de mal à parler, de se parler en français dans la rue ou n'importe où. J'ai découvert ça au Québec. L'affichage aussi. Et puis, tu vas dans un restaurant, le menu, des fois c'est en anglais, tout dépend de l'endroit. Et ça fait vraiment une différence. Alors ça, des gens que j'ai travaillé avec, les gens du voisinage où on a demeuré, notre côté social, familial et ainsi de suite était surtout du côté francophone, tandis que le travail souvent était avec côté anglophone, c'est la force des choses, et mais aussi il y avait du français là, en plus. Mais encore de nos jours, il y a beaucoup d'étudiants d'ici qui partent au Québec quelques années pour apprendre à améliorer leur français et qui retournent ensuite après. Un facteur majeur de l'assimilation, c'est l'exogamie, à mon avis. Oui. Là, c'est quasi... on ne peut pas contrer ça. Oui. Je connais une personne ici, originaire du Québec, qui a un ami qui est lui aussi originaire du Québec. Le gars, moi, je ne le connais pas, mais il demeure dans l'ouest de la ville. C'est un Québécois, il a 39 ans. Et puis, ça doit faire peut-être, il est marié, sa femme est anglophone, elle ne parle pas français du tout. Ils ont 2 enfants, un garçon et une fille. Le garçon a 16 ans, la fille, je ne sais pas quelle âge, plus jeune un peu. Les enfants ne parlent pas français. Ça, c'est Québécois pur laine, là, qui vient de je ne sais pas où, là, au Québec. Et puis, déjà, c'est perdu dans sa progéniture. Il n'y a pas de français du tout. Les enfants ne sont même pas dans une école des nations.
vont dans une école anglophone. Par contre, moi j'ai déjà entendu, puis j'ai fait la même chose, des Québécois dire, moi j'ai souffert parce que j'étais pas bilingue, alors moi mes enfants vont l'apprendre l'anglais. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils les mettent dans une école anglophone. La première chose que tu sais, le français est perdu. Et en effet, tu disais, c'est surtout par la mère que le français est transmis aux enfants. Quand c'est le père qui est francophone, il y a des chances que le français se perde en cours de route. C'est ça. Surtout si la mère est anglophone. Alors, ce qui arrive, le père est francophone avec un nom comme le père, et puis la mère est anglophone. Alors, l'enfant aura souvent le nom du père. Alors, là, c'est pas un Lepage, c'est un Lepage. Et l'inverse, si la mère est francophone, là, et puis le père est anglophone, là, tu vas avoir des enfants qui parlent français avec un nom de famille anglais. Il y a toutes sortes de mélanges aujourd'hui. Mais en ce qui est Gavelbourg, est-ce que le Collège Mathieu joue un rôle de francisation au niveau de la communauté? Parce qu'ils ont un personnel, des services, etc. Est-ce qu'ils jouent un rôle, disons, il me semble que c'est le salut de Gavelbourg, c'est le Collège Mathieu, parce que le reste, ça ne sent pas. Ouais. C'est le couvent, ben, ça ne va pas. Ça. Cathédrale à l'édification à maintenir au sujet de la messe célébrée en français. Apparemment, ça laisse beaucoup à désirer. Or, c'est le Collège Mathieu, vraiment, alors. C'est ça? Oui. Et puis, le Collège Mathieu a une présence dans la communauté, mais c'est pas comme dans le temps où il y avait, je sais pas, 150 élèves, peu importe le nom. Il y avait du personnel, enseignants, et ainsi de suite. Aujourd'hui, le Collège Mathieu, il se donne des cours un peu à Gavelbourg, mais pas comme dans le temps. Il y a des cours qui se donnent ici, il y a des cours qui se donnent à l'original. On ne peut pas concentrer. Le Collège Mathieu a commencé un programme de formation pour des infirmières auxiliaires. C'est un programme de 2 ans. Ils ont commencé ça à Gavelbourg. Ça n'a pas marché du tout. Parce que les jeunes qui seraient intéressés à suivre ce programme-là ne voulaient pas aller à Gavelbourg. Il n'y a pas de vie pour des jeunes là. Il n'y a pas, dans la population est vieillissante. C'est pas intéressant pour les jeunes. Alors, ce programme-là a été transféré à Regina. Et puis, ensuite, il y a une formation bilingue avec l'Université de Regina. Alors, il y a une continuation qui peut se faire. Mais comme présence influente là, à Gavelbourg, pas tellement. Et ça aide. Continue. Pardon? Continue. J'ai posé une autre question. J'ai dit une des clés, disons, qui s'annonce intéressante, c'est l'immigration francophone. C'est le gros facteur qui joue présentement pour enflouer les rangs de la francophonie. Oui. Pourvu que ces immigrants francophones. C'est ça que j'ai mentionné, qui viennent de francophones. Oui. Qui viennent de France ou d'Afrique ou de Suisse ou de Belgique ou Haïti, peu importe. Pourvu que ces personnes-là choisissent aussi le français. C'est pas tout le monde des immigrants francophones. Moi, on connaît, Justin et moi, on connaît un couple. Elle est d'origine française. Et puis, son mari est anglophone. Et lui parle français aussi bien, mieux que nous, peut-être. Ils ont 2 enfants. Le fils, le plus jeune, qui demeure ici à Saskatoon, marié en anglophone. Et puis, lui, pas intéressé à parler français. Et puis, les enfants sont pas encore jeunes, ils sont même pas à l'école encore. Mais la mère nous disait, son fils, il ne parle pas, puis il n'est pas intéressé à le parler. Alors déjà, ça c'est une française de France, là. C'est pas... J'espère que c'est général. J'espère qu'il faut aussi qu'on les invite à participer à la Ouais. Parce que c'est pas toujours le cas. Moi, je viens d'Alberta, puis c'est pas toujours le cas. En fait, il y a beaucoup de gens qui veulent faire partie de la communauté, mais c'est comme si la sauge était trop forte. En fait, je peux partir. D'autres questions? Oui, ou réactions sur le film, ou des anecdotes à raconter. J'allais dire, la francophonie va assez bien, puis même à Saskatoon,
on parle de construire une nouvelle école ici. Il me semble que... On n'en parle plus, c'est officiel. Hein, Oui, d'accord, ici, Prince-Albert. Alors, c'est une indication tout de même qu'il y a un avenir. La plupart j'ai l'impression des jeunes, ce sont des jeunes, des migrants francophones. On peut se faire d'illusions. Alors, c'est un élément très positif, non? Oui, oui, oui. C'est pour ça que, moi, je disais dans le rural, c'est en train de disparaître. Ah oui, ça, c'est... C'est seulement dans les centres urbains, comme Regina, Saskatoon, Prince-Albert, où il y a au moins une communauté, où ça peut être poursuivi, puis on peut continuer. Pour ceux qui font ce choix-là, il faut le choisir. Moi, je trouve que oui, c'est bien d'avoir les écoles, mais les jeunes maintenant disent je parle français à l'école. Mais il faut qu'on se bat pour avoir autre chose que les écoles. Parce qu'ils n'ont pas autre moyen. Bien sûr, il y a des activités, il faut faire certains qu'on les invite, comme Paul l'a dit, parce que parfois, on n'est pas assez accueillant, peut-être de cette façon, des gens qui disent c'est une activité qui arrive, nous on va se présenter, et peut-être inviter les camions, il faut que ce soit cette occasion. Mais pour moi, je suis contente qu'on aura une troisième école à Saskatoon. Alors, c'est une étude quand même, hein. Alors, je ne suis pas aussi pour l'école qui vient, parce que c'est un genre d'étude. Mais il faut que la communauté fasse autre chose qu'avoir des écoles. Le gros problème, c'est quoi? On a les garderies prématernelles, le scolaire jusqu'à la 12e année. Mais après ça, qu'est-ce qu'on fait? Mais quand on dit qu'il y a un avantage de l'eau vive par rapport aux écoles françaisoises, hein, avec l'annonce d'un an à Japon, on voit qu'il y a un leadership, là. Il y a beaucoup d'activités culturelles au niveau de l'école aussi. Oui. Alors, c'est pas vide. Mais c'est là où l'école doit inclure oui, mais peut-être éventuellement, on va pouvoir rayonner. Pas seulement les parents des élèves, mais la communauté, c'est ça. Il faut que l'école fasse partie de la communauté, comme anciennement, anciennement, c'était l'église, la paroisse, et puis l'école. Hein? C'était ça. Aujourd'hui, l'église compte pour beaucoup moins dans le rural, et même partout. Et l'école, ça existe, il y a encore des écoles, mais c'est Angèle qui disait à Willowbunch, il n'y a plus d'école. Et pourtant, Willowbunch, c'était une communauté active dans le temps. Si on retourne 75 ans en arrière, il y avait une population. Aujourd'hui, la population vieillit, il n'y a pas de relève, il n'y a pas de remplacement. Puis les gars, quelques élèves qui sont là sont transportés à Tinebois.